Nous reprenons la suite et la fin de notre série de vidéos sur la dynamique de l'immunité avec ces quelques pages de lecture. Nous en étions donc après la première ligne, la peau et les muqueuses, la deuxième ligne, l'immunité cellulaire, l'immunité à médiation cellulaire. Voici la troisième ligne, donc la troisième phase, troisième ligne, l'immunité à médiation humorale, qui est la phase terminale et la convalescence dans le processus de maladie. On reprend donc sur une assertion de la version officielle. Diverses populations de lymphocytes vont ainsi entrer en jeu. Les lymphocytes B qui vont produire des anticorps constituant de véritables usines d'armement biologique, des lymphocytes tueurs qui vont livrer des corps à corps avec les cellules infectées et les détruire, des lymphocytes conseillers militaires qui vont réguler les mouvements de troupes, d'autres lymphocytes enfin vont empoisonner leurs adversaires en libérant des cytokines. À savoir que tous ces termes guerriers sont en italique dans ce texte de 8-9 lignes et que ce texte, donc version officielle citée entre guillemets, est encore et toujours issu, extrait de la lettre de l'Institut Pasteur. Donc vous avez des lymphocytes B qui constituent de véritables usines d'armement biologique, qui sont des tueurs qui vont faire des corps à corps avec les cellules infectées, des lymphocytes qui sont des conseillers militaires. C'est réellement écrit ainsi dans la lettre de l'Institut Pasteur. Et encore donc qui vont empoisonner leurs adversaires. Voilà comment est considéré le système immunitaire à l'Institut Pasteur. On est bien loin, bien loin, bien loin de la vraie version que nous propose la biologie quand vraiment on y regarde de près. Effectivement, on a toutes et tous entendu ça depuis tout petit, depuis de plus ou moins nombreuses années, mais celles et ceux, encore une fois, je le disais dans d'autres vidéos, qui ont moins de 70 ans n'ont entendu que ce genre de comparaison guerrière dans les termes extrêmement voilà, militaire en fait. Le système immunitaire, c'est comparé à un champ de bataille et à une bataille militaire entre guerriers. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est ce que cet auteur que je suis en train de vous proposer sur quelques pages nous dit et nous démontre. Il continue donc avec son propre propos à lui. L'étude de cette phase terminale, donc la troisième ligne, l'immunité à médiation humorale, l'étude de cette phase terminale du processus immunitaire doit se centrer sur le cycle de production, d'utilisation et d'élimination de ces protéines nommées anticorps, immunoglobulines ou gamma-globulines. Donc tous ces produits qui ont été fabriqués en amont, dans cette phase terminale, il faut recycler, tout simplement, vu que le processus est terminé. Et que le processus de maladie, c'était en amont, première ligne et deuxième ligne, les deux premières étapes. Cette troisième étape, ça n'est plus la maladie. C'est la phase de réparation, de convalescence. Or, l'immunologie classique et l'Institut Pasteur, a priori, ne considère que cette troisième phase et la décrit comme la maladie. La maladie est en amont. Donc, l'étude de cette phase terminale du processus immunitaire doit se centrer sur le cycle de production, d'utilisation et d'élimination de ces protéines nommées anticorps, immunoglobulines ou gamma-globulines. C'est sur leur synthèse par les lymphocytes B que s'est entièrement construite la vaccinologie pasteurienne, systématisée dans la petite enfance, bien que ces cellules ne deviennent réellement fonctionnelles que vers l'âge de 4 ou 5 ans. Selon le dogme, être bien vacciné, donc bien immunisé, c'est avoir des anticorps circulant dans le sang. Attention, ça va vous changer la vie pour la suite et fin, mais je pense que déjà les 3 vidéos précédentes, juste sur quelques pages, ça remue un petit peu des croyances erronées. Ça remue un petit peu au niveau de ces croyances.
Et pour les esprits qui voudront bien y regarder plus loin et se documenter par ailleurs sur l'immunologie et comment fonctionne réellement le système immunitaire, c'est tout un nouveau monde qui va s'ouvrir. Cette façon de voir est incohérente. Donc le fait d'être bien immunisé après le vaccin parce qu'on a plein d'anticorps circulant dans le sang, c'est une façon de voir incohérente pour l'auteur de ces quelques lignes, pour au moins 3 raisons. Premièrement, pourquoi la séropositivité vaccinale, c'est-à-dire le fait d'avoir produit des anticorps, est-elle recherchée alors que la séropositivité naturelle est considérée comme de mauvais pronostics, avec pour exemple, entre parenthèses, sida, hépatite. C'est une question toute simple en commentaire, mais que personne ne se pose. Pourquoi la séropositivité vaccinale est-elle recherchée alors que la séropositivité naturelle est considérée comme de mauvais pronostics? Deuxième raison de l'incohérence de cette conception. Si un faible taux d'anticorps est physiologique, en revanche, les hypergamma-globulinémies, présence de quantités importantes d'anticorps dans le sérum sanguin, sont toujours pathologiques. Et ça, tous les spécialistes, immunologistes, vaccinologues et médecins spécialistes, médecins généralistes, le savent. Infirmières et autres paramédicaux qui ont étudié leur cours de pathologie, physiopathologie, d'éthiopathogénésie, d'où viennent les maladies, comment on les considère dans la médecine classique. Un taux d'anticorps faible est physiologique. En revanche, les hypergamma-globulinémies, présence de quantités importantes d'anticorps dans le sérum sanguin, sont toujours pathologiques. Chez les sidéens gravement atteints de plusieurs maladies opportunistes, entre guillemets, les taux d'anticorps sont énormes, pouvant atteindre 75% au lieu de 15 à 17% chez le sujet sain. Point d'exclamation. Les anticorps ne sont donc pas protecteurs et leur production massive traduit plutôt un affolement et une défaillance du système immunitaire devenu incapable de contrôler la situation. Ce dérèglement mortel ne se produit que dans certaines situations désespérées et nous verrons que c'est le cas lors de toute vaccination. Ainsi, les essais préliminaires d'un vaccin anti-sida chez des séropositifs asymptomatiques, sans trouble visible, entre parenthèses, se sont tous soldés par une aggravation très rapide et une mort prématurée. Troisième raison de l'incohérence de cette conception du fait de considérer donc que d'avoir plein d'anticorps circulant dans le sang, c'est être bien immunisé après une vaccination. Troisième raison de l'incohérence, au cours d'une maladie contractée naturellement, les anticorps apparaissent 3 semaines après, en phase de convalescence, pour se stabiliser ensuite à un niveau très bas. Qui a cette information en tête ? En quoi sont-ils protecteurs, entre guillemets, ces anticorps qui apparaissent 3 semaines après lorsqu'une maladie est contractée naturellement, puisque la maladie est terminée? Si nous sommes réellement en danger en cas de maladie infectieuse aiguë, qu'est-ce qui nous protège pendant tout le temps nécessaire à la production des anticorps, c'est-à-dire pendant ces 3 semaines, quand c'est la maladie naturelle, donc ça c'est l'observation dans un cas de maladie contractée naturellement. 3 semaines pour voir l'apparition des anticorps. Qu'est-ce qui nous protège pendant tout le temps nécessaire à la production des anticorps? S'interroge cet auteur. Si rien ne contrôlait l'action microbienne durant ce laps de temps, ne serions-nous pas tous morts d'infection bien avant l'invention des vaccins? Ça, par contre, c'est une question qu'on se pose assez rapidement dès qu'on commence à réfléchir, ne serait-ce que d'1 millimètre plus loin par rapport à la version officielle. Si on ose s'écarter d'1 millimètre plus loin, si on ose remettre en question, c'est-à-dire se poser des questions et avoir des doutes, qui peut être considéré comme un blasphème. On est même arrêté tout de suite parce que remettre en cause l'utilité de la vaccination qui a sauvé le monde, c'est un blasphème.
La vaccination est donc une religion. Conférer la définition de blasphème. Voilà donc pour cette troisième raison de l'incohérence de considérer le taux d'anticorps circulant dans le sang comme étant une preuve d'immunisation, de bonne immunisation après l'injection d'un vaccin. Ne serions-nous pas tous morts d'infection bien avant l'invention des vaccins, pendant tout ce temps où lors d'une maladie contractée naturellement, c'est-à-dire 3 semaines, il n'y a pas de production d'anticorps. La production d'anticorps, dans le cas d'une maladie naturellement contractée, s'effectue 3 semaines après. Donc, soit ce docteur en médecine se trompe, et à ce moment-là, il y aura beaucoup de personnes pour le démontrer. Est-ce que c'est vrai, en cas de maladie contractée naturellement, que le système immunitaire met 3 semaines à fabriquer des anticorps, c'est-à-dire qu'il est déjà à ce moment-là en période de convalescence. La résolution de la problématique est déjà faite. On est en phase de recyclage, nettoyage. En fait, une production d'immunoglobuline est inutile lors du premier contact avec l'antigène, car les anticorps n'ont aucun rapport avec l'immunité vraie, laquelle concerne au premier chef les filtres muqueux et les régulateurs cellulaires. L'immunité à médiation cellulaire est un processus parfaitement contrôlé par les lymphocytes bien disciplinés qui gèrent une intense coopération cellulaire. Les T4 conservent la mémoire de tout ce qui a pris contact avec les plaques de Peyer, de tout ce qui a pénétré le milieu intérieur, de tout ce qui a intégré le génome. Selon les événements de la biographie, le système immunitaire autorisera l'activation d'une maladie infectieuse une seule ou plusieurs fois. Dans l'immense majorité des cas, les maladies infantiles comme l'ensemble des maladies virales ne se produisent qu'une seule fois. L'immunité acquise naturellement est solide, le plus souvent définitive, et les germes concernés seront ultérieurement refoulés au niveau des muqueuses. Par contre, si certains caps de maturation ne sont pas franchis, si certains traumatismes survenus dans l'enfance sont réactivés au cours de l'existence, leur solutionnement nécessitera l'intervention d'un agent infectieux présent au niveau des muqueuses ou engrammé dans l'ADN. L'organisme favorisera l'infection, que l'on soit ou non vacciné. Ça, on le constate très souvent. Les vaccinés développent la maladie régulièrement contre laquelle ils ont été vaccinés. Rougeole, grippe, bien sûr, tétanos, qui n'immunise pas et dont la toxine passe très rapidement dans les voies nerveuses. L'organisme favorisera l'infection que l'on soit ou non vacciné, continue l'auteur de ces quelques pages. Le seul effet de la vaccination est d'empêcher le système immunitaire d'utiliser correctement les microbes pour se rééquilibrer. Alors évidemment, ça peut mettre en sourdine certaines manifestations et engendrer le déplacement de symptômes, reculer la manifestation de la maladie à un âge où ça n'est pas le moment de la faire, ça n'est plus le moment de la faire, mais comme elle n'a pas été faite et qu'elle était nécessaire, eh bien elle est faite quand même, mais dans de moins bonnes conditions puisque le système immunitaire n'est plus dans le même état qu'au moment où il aurait eu besoin de recevoir cette information, si on comprend bien ce que dit cet auteur, et on peut encore aller plus loin, et vous qui étudiez la médecine, l'immunologie, l'hématologie, vous médicaux et paramédicaux, si vous voulez bien plonger un tout petit peu, si vous commencez à mettre le doigt dans l'engrenage de la pensée différente, de la conception différente du système immunitaire, comme le développe ici ce docteur, eh bien vous allez vraiment peut-être découvrir ce qui est connu, ce qui a déjà été observé, mais qui n'a pas du tout été intégré en mise à jour en vaccinologie. Parce que ça défait tout le mythe, tout simplement, évidemment.
Donc l'organisme favorisera l'infection que l'on soit vacciné ou non. Le seul effet de la vaccination est d'empêcher le système immunitaire d'utiliser correctement les microbes pour se rééquilibrer. Tant qu'un conflit individuel ou collectif, l'environnement collectif est tout à fait une raison qui explique les épidémies sur un groupe, des personnes qui vivent une même situation, à un même endroit, avec le même genre de conditions et de raisons de faire cette maladie. On parle alors donc d'épidémie. Tant qu'un conflit individuel ou collectif est actif ou régulièrement réactivé, ces germes resteront présents et réactifs au sein de l'individu ou de la société. On parle alors d'épidémie, comme la grippe, de maladies latentes ou chroniques, comme le zonal, la mononucléose, les hépatites, etc. La réapparition d'anciennes maladies que l'on croyait éradiquées, entre guillemets, correspond à la réactivation de problématiques anciennes, par exemple des conflits territoriaux. L'apparition de maladies nouvelles correspond à l'émergence de nouvelles problématiques au niveau d'un groupe, donc d'une partie du groupe dans une société dite. Violence, exclusion, injustice, inégalité, spoliation. On pourrait aussi donner l'exemple, je peux ajouter en commentaire, des déplacements de population et des pertes de sécurité, puisqu'il n'y a plus de territoire, on est déplacé, voilà, dans les épidémies de tuberculose, ça a été démontré par ailleurs. Violence, exclusion, injustice, inégalité, spoliation, qui est responsable, se demande l'auteur. Quel est donc le rôle des anticorps? Tandis qu'ils favorisent l'intégration des informations microbiennes susceptibles d'enrichir l'individu, les lymphocytes T4 préparent la phase finale de ralentissement puis de cessation de l'activité infectieuse. Grâce aux lymphokines, ils arment, entre guillemets, des macrophages et mettent en alerte les lymphocytes T8 cytotoxiques et les lymphocytes B producteurs d'anticorps, mais ils ne déclenchent surtout pas un relargage massif d'immunoglobulines. Cette meute, entre guillemets, est vigoureusement tenue en laisse durant toute la phase d'état de la maladie. Après celle-ci, durant la convalescence, les anticorps produits avec parcimonie vont nettoyer le terrain. Toute guérison implique destruction et reconstruction et se traduit par des éliminations. Pour bien nettoyer une plaie, il est souvent nécessaire de former du pus, constitué de macrophages et de lymphocytes, chargés de déchets et de toxines. Le rôle des anticorps est de débarrasser le milieu intérieur des enveloppes virales, des cellules mortes, des germes excédentaires devenus inutiles. L'immunité à médiation humorale n'est qu'un système de voirie. Estimer l'immunité à la quantité d'anticorps produits est, comme juger de la réussite d'une rencontre importante, au nombre de balayeurs qui nettoient la salle quand tout le monde est parti. Voilà une analogie qui en dit long. On répète parce qu'elle en vaut la peine quand même. Estimer l'immunité à la quantité d'anticorps produits est comme juger de la réussite d'une rencontre importante au nombre de balayeurs qui nettoient la salle quand tout le monde est parti et quand tout est fini. Une pratique vaccinale visant uniquement à la synthèse massive d'anticorps est donc totalement aberrante et de plus dangereuse pour l'équilibre du milieu intérieur, comme nous le verrons en étudiant les aspects biologiques de la vaccination. Voilà, j'en ai terminé pour cet extrait en 4 vidéos. Finalement, je ne pensais pas que ça allait être aussi long. Donc de la page 185 à la page 202. Donc les 4 vidéos couvrent l'intégralité de ces, même pas 10 pages, effectivement. J'ai fait beaucoup de commentaires aussi.
Et ces quelques pages et quelques lignes sont issues du livre du docteur Eric Ancelet, docteur en médecine vétérinaire français, publié en Belgique, dans son fameux livre « Pour en finir avec Pasteur ». Alors pourquoi je n'ai pas donné le titre avant et que je le donne qu'à la fin de cette 4e vidéo? Parce que ce titre est tellement provocateur. Ça a peut-être été contre-productif à certains moments ou ça en a attiré d'autres, voilà. Mais au niveau peut-être des médicaux, paramédicaux, il est carrément pas possible d'y rentrer, peut-être juste à cause du titre ou pas, je ne sais pas, j'aimerais bien avoir leur avis. Alors que c'est bien ce dont il parle à l'intérieur et notamment ici de la dynamique de l'immunité, le docteur Ancelet, dans son livre Pour en finir avec Pasteur, donc édité en 1998, je l'ai acheté en 99, je vous redonne l'année de la première édition, il a été réédité après, bien sûr, 1998, édition Marco Pieter. Voilà, c'est un livre que moi j'ai offert à une très grande amie qui était en thèse de doctorat sur la toxoplasmose à l'INSERM, INSERM entre parenthèses à l'époque, qui ne s'intéressait pas du tout à la toxoplasmose, elle a eu bien du mal à être financée, puisque quand on est doctorant et qu'on choisit un sujet de thèse qui n'intéresse pas l'INSERM ou autre organisme, puisque elle c'était de la biologie cellulaire, une thèse de biologie cellulaire, eh bien il vaut mieux faire autre chose comme l'INSERM le veut, cancérologie, vaccinologie, voilà. Là par contre c'est très bien financé, en tout cas à l'époque. Et ce livre a créé un véritable choc, alors que pour moi, il avait été en 99, quand je l'ai acheté, une véritable révélation, même si à l'époque j'étais plutôt en sciences pures, par rapport à maintenant, où je reprends la biologie après la nutrition, micronutrition, santé holistique globale, donc également en énergétique, et naturopathie, bien sûr, dans laquelle je vis aussi en tant que patiente depuis plus de 40 ans. Voilà, donc pour en finir avec Pasteur du docteur Eric Ancelet, collection Résurgence, édition Marco Pieter, vous avez toutes les sources à la fin, les études sur lesquelles il se base et autres. Alors, il nous parle évidemment du docteur Jean Elmiger, suisse, donc je le prononce comme on le dirait en Suisse. En français, on dirait le docteur Elmiger ou Elmiger. Rosine Champdebois, pour en finir avec le darwinisme, l'aventure de la vaccination, ouvrage collectif aux éditions Fayard, Virus de Richard Preston, l'énigme de la peur d'Henning Köhler, les âges de Gaïa de James Lovelock et la théorie Gaïa, donc sachant que son assistante Lynn Margulis a émis la théorie symbiotique qui a mis une petite trentaine d'années à être reconnue. Heureusement de son vivant, même si elle est décédée maintenant, donc James Lovelock et la théorie voilà, Gaïa. Lynn Margulis n'est pas citée, c'est moi qui vous en parle. Patrice Debré, Louis Pasteur, grande biographie Flammarion 1994, comme autre source pour le docteur Ancelet dans son livre ici Pour en finir avec Pasteur. Roland Sananès, Homéopathie et langage du corps, Olivier Clouzot, Trialectique, évolution et éducation, Jules Tissot, bien sûr, je vous ai fait une vidéo sur la cause des maladies, son gros livre publié en 1946, le professeur Jules Tissot, que l'Académie de médecine n'a pas voulu entendre déjà dès 1926, qui a donc écrit Constitution des organismes animaux et végétaux et cause des maladies qui les atteignent, 1946. Vous avez une vidéo à cet effet, Jules Tissot, tétanos. Christopher Bird encore comme source, le Galilée du microscope, Vie et tribulation de Gaston Essens, et encore, Antoine Béchamp, le docteur Hammer, Martine Castello et Vaé, Zartarian, Nos pensées créent le monde, docteur Philippe Decour, Les vérités indésirables, volume 1,
Deuxième partie, comment on falsifie l'histoire, le cas Pasteur, donc le docteur Philippe Decour. Le docteur Marcel Ferru qui a écrit La faillite du BCG, c'est une édition, un livre assez ancien, donc qui a été distribué par la LNPLV, Ligue nationale pour la liberté des vaccinations. Si vous allez sur le site de cette association qui demande la liberté vaccinale, vous le retrouverez. Le docteur Michel Lepoivre dans la revue Triade de 1986, L'esprit du temps, Autre médecine et autres mœurs, édition autrement, Lynn Margulis, elle y est, en 20e ressource, donc L'univers bactériel aux éditions Albin Michel 1989, Jérémy Narby, là je vous conseille aussi vivement cette lecture, Le serpent cosmique, l'ADN et les origines du savoir. Ça vaudrait le coup d'ailleurs que je vous en parle par ici sur cette chaîne. Jean-Claude Pérez, dont il cite ses travaux sur le nombre d'or dans l'ADN et l'organisation de tout ce petit monde au niveau microscopique. Donc Jean-Claude Pérez qui a écrit Planète transgénique, l'ADN décrypté, aux éditions Marco Pieter et aux éditions L'Espace Bleu, donc l'un et l'autre. Pierre Benoît, Le langage de la maladie, le docteur Robert Kempenich, Immunité, psychisme et conscience, dans la revue L'Esprit du temps, le docteur Michel Audent. Alors la biographie est longue, je vous l'ai donnée en deuxième et troisième vidéo, donc bien-être, genèse de l'homme écologique, la santé primale, votre bébé est le plus beau des mammifères, naître et renaître dans l'eau pour une naissance heureuse et douce et respectueuse. Walter Holzapfel, La médecine de l'avenir aux éditions Triade 1986, Michel Maffezoli, Du nomadisme, vagabondage initiatique, Charles Mérieux, Virus passion, Lafon 1997, le docteur Archie Kalokerinos, Mort subite du nourrisson aux éditions Des clés pour vivre, Archie Kalokerinos, donc qui a écrit que le docteur Alain Scoy, Institut Paracels en Espagne, a traduit, et notamment à propos de ces histoires de parents accusés de mauvais traitements à leurs enfants alors qu'ils souffraient de graves déficiences et notamment du scorbut. C'est ce que le docteur Archie Kalokerinos auprès des aborigènes d'Australie a pu démontrer. Donald Winnicott, Le bébé et sa mère, Payot 1992, Georg Grodek, Le livre du Tsar et la maladie, l'art et le symbole, Gallimard 96 et Gallimard 93, Frédéric Le Boyer, Pour une naissance sans violence aux éditions du Seuil 1980, Si l'enfantement m'était compté, si vous êtes bientôt parent ou si vous allez l'être, Frédéric Le Boyer et Michel Audent, je vous conseille vivement leurs ouvrages, comme Marie-Thérèse Berthera d'ailleurs pour la rééducation après la naissance pour la maman. Michel Moirot, Origine des cancers, traitement et prévention aux éditions Les Lettres libres. Il est introuvable, nous dit le docteur Ancelet. Michaela Glöckler, Que faire avec sa peur? C'est la dernière source citée. Voilà, je vous ai lu 8-9 pages de ce livre Pour en finir avec Pasteur du docteur Eric Ancelet. Je vous conseille vivement sa lecture. Vous pouvez le trouver d'occasion, vous pouvez vous le prêter. Voilà, en toute honnêteté, au moins une fois, lisez-le, surtout si vous êtes dans le domaine médical. Et puis, faites-vous aussi votre propre avis. Voyez si vous êtes capable d'entendre une pensée rénovée avec les données de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, en ce début de troisième millénaire. Je vous souhaite une bonne réflexion et pour les parents aussi, c'est un bon support de discussion qui peut être un peu frontal et qui peut faire très très peur auprès de votre médecin, votre pédiatre dans un premier temps. Donc voyez à qui vous vous adressez, à quel stade, à quel niveau de conscience en sont les personnes avec qui vous vous entretenez de la santé de votre enfant
qui regarde en principal et en tout premier lieu uniquement les parents, donc vous et uniquement vous. Et plein d'amour pour tous ces petits-enfants dont vous prenez soin avec grand courage. Le métier de parent, c'est plus qu'un métier, est vraiment à la fois très difficile et extraordinaire. Bonne réflexion et à très bientôt.